Notre travail pour le CNRD a commencé ici, dans nos classes, avec un total de 50 élèves pour un long échange. Nous avons pu également faire la rencontre de différents acteurs, comme Sandrine Champonois, qui travaille au musée de la déportation de l'Ain à Nantua. Hélène Ackermann, enfant caché pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi Laurent Tronche, érudit local dans notre belle ville de Miribel, juste ici. Ce travail est à la fois une enquête, mais aussi une investigation difficile à mener. En effet, nous sommes confrontés à la grande histoire, des faits connus racontés maintes et maintes fois, puis les histoires oubliées et les témoignages nous ont présenté une toute autre facette dans notre travail, la petite histoire. Le temps, vous l'avez compris, est ici notre ennemi, tout comme il l'est pour les mémoires et leur transmission. On pourra se demander tout le long de ce documentaire quels sont les différents modes de résistance à la déportation en France mais aussi en Europe durant cette Seconde Guerre mondiale à la lumière d'histoires particulières. Je suis Hélène Ackermann, je suis juive et j'ai été enfant caché pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hélène Ackermann est venue nous rencontrer, nous témoigner de l'histoire de sa vie durant la Seconde Guerre mondiale et nous relater des événements qui, comme elle le dit elle-même, vous ne les trouverez pas dans les livres. Elle raconte son exil depuis la Lorraine jusqu'au Rhône où elle a déjà de la famille. Son père va s'engager dans un mouvement juif de résistance et intègre l'armée secrète sous les ordres d'André Wastenberg, qui est le responsable du service de renseignement pour la ville de Lyon. Elle se souvient des amis qui viennent rendre visite à son père ou cette infirmière qui prodigue à sa mère des soins dont elle n'a pas besoin. Un soir de mars 1943, son père ne rentre pas. Avec sa mère, elle se réfugie chez la voisine. Dans la nuit, la police française qui est accompagnée de son père se rend à leur domicile et procède à une perquisition. Jugé et condamné, Raphaël Lekovitch est emprisonné dans la centrale d'Est, où il participe à la révolte de février 1944 avant d'être déporté à Dachau. Après cette arrestation, et face aux convocations de la police, la mère d'Hélène décide de fuir avec ses enfants et rejoint sa famille à Saint-Léonard-de-Noblat, en Haute-Vienne. Ils logent dans un hôtel où la propriétaire ne les enregistre pas pour préserver leur identité. Elle va être à nouveau scolarisée et elle retrouve une vie quasi normale dans cette région qui est relativement épargnée par la présence allemande. Cependant, le danger qui guette les Juifs est toutefois bien réel, comme en témoigne le sort de ses cousines, raflées et déportées alors qu'elles se rendent par le train à Limoges pour aller travailler. Au printemps 1944, les Allemands occupent le village. Il faut donc fuir et retourner à Lyon. Sous le nom d'Hélène Rodal, la fillette est âgée de 10 ans et confiée à l'internat de Vernet-Ombrossa, à Caluire, où des enfants juifs sont cachés. À l'été 1944, l'internat est investi par les Allemands. La directrice, qui a gardé un certain nombre d'enfants dont Hélène, décide de les mettre en lieu sûr. De la Libération, Hélène Ackermann garde en mémoire l'image des soldats américains qui distribuent des friandises, ainsi que du GI et qui s'adressent à elle en yiddish. Elle a survécu, protégée par des inconnus et des gens qui, au-delà de la réflexion « dois-je résister ?», ont décidé d'agir sans armes, mais avec la volonté de préserver, de sauver. Hélène aimerait bien faire en sorte qu'Antoinette Richon, directrice du pensionnat, obtienne la médaille du diplôme d'honneur des justes parmi les nations, mais elle n'arrive pas à la retrouver. Hélène Ackermann nous parle d'un sauvetage, le sien. Avant d'étudier une résistance plus commune et plus connue, la résistance armée, revenons d'abord sur une façon de valoriser ces hommes et ces femmes. Nous avons rencontré Cindy Bies, docteur en histoire, qui a soutenu sa thèse sous la direction de Jean-Dominique Durand en décembre 2015 sur les justes parmi les nations de la région Rhône-Alpes, études prosopographiques, et de l'ouvrage intitulé « Sauveteuses, les femmes et les sauvetages des Juifs dans la région Rhône-Alpes ». Elle enseigne aujourd'hui en classe préparatoire à Lyon. Nous lui avons posé la question de sa définition d'un juste parmi les nations. Alors, un juste parmi les nations est une personne qui a œuvré à la survie de Juifs sans considération financière et au péril de sa vie. Alors, ce statut est un statut qui intervient après la guerre, après la naissance de l'État d'Israël, en 1953. Donc, l'État d'Israël décide d'honorer ces non-juifs ayant œuvré à la survie de la communauté juive en Europe. Et pour ceci, c'est un titre qui est décerné, qui est créé plutôt par la Cour suprême israélienne.
validé par la Knesset. Et ensuite, un institut qui s'appelle l'Institut Yad Vashem est en charge désormais de l'attribution de ces titres de juste parmi les nations. Alors, pour l'obtenir, il faut qu'au moins 2 juifs ou familles juives ayant été sauvés ou ayant été témoins du sauvetage déposent un témoignage à Yad Vashem, si possible assorti de documents. Ensuite, une enquête a lieu et à l'issue de cette enquête, on remet idéalement la médaille de juste au juste quand il est encore en vie, mais de plus en plus à ses ayants droit. Alors c'est un statut qui probablement va disparaître dans les années à venir, puisque aujourd'hui même les enfants cachés sont âgés de 90 ans à peu près. Et l'État d'Israël n'a pas modifié la procédure d'attribution de ce titre. Donc si les lignes ne bougent pas, c'est un titre qui devrait en effet être appelé à disparaître. Maintenant que nous venons de voir un moyen de reconnaissance, revenons plutôt sur l'unification des mouvements de la résistance à Miribel, avec Laurent Tronche, miribellan diplômé d'histoire et d'archéologie, avant de s'intéresser au journalisme et à la fonction publique. Son intérêt pour l'histoire locale l'a mené à travailler sur l'eau, les transports, mais surtout la résistance de la famille Deschamps, le camp Didier ou encore la rafle du 10 août 1944 de Miribel. Bonjour Monsieur Tronche. Nous nous retrouvons ici devant la fresque de Miribel qui est assez connue pour tous les Miribellans. Est-ce que vous pouvez nous parler des 2 personnages et de l'importance que ça a eu, les 2 ont eu dans la résistance à Miribel? Donc on peut voir Henri Deschamps et à côté la représentation de Jean Moulin. Jean Moulin qui est venu 3 fois à Miribel, 2 fois pour prendre l'avion, dont avec le général de Lestrin, et 1 fois pour créer les mouvements unis de la résistance avec les chefs de différents groupements de résistants. On arrive juste ici devant la plaque de Juliette Guillermet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Donc cela commémore l'action de la famille Guillermet, qui était donc la famille Deschamps, Guillermet, qui ont caché à la fois des résistants, des militaires, Marc Lazare qui était une juive, mais également Jules Mock, Jean-Pierre Lévy qui était poursuivi par la Gestapo et qui est venu se cacher ici le temps de laisser pousser sa barbe et de devenir incognito. Et c'est parce que Jean-Pierre Lévy était à Miribel que Jean Moulin est venu à Miribel organiser la réunion des mouvements unis de la résistance. Pour terminer notre interview, Monsieur Tronche, on se retrouve devant la maison de Monsieur Deschamps, où Jean Moulin a été accueilli et où cette réunion de janvier 1944 a permis d'unifier les mouvements de la résistance. On voudrait vous demander, pour vous, la définition de résister à la déportation. C'est d'abord une forme de courage. Être prêt à risquer sa vie pour combattre par des idées, par des publications, les armes à la main, par des sabotages, en cachant des juifs ou des soldats. Voilà. Donc c'est ça, résister sous toutes les formes pour la liberté, pour ses idées. Pour moi, résister à la déportation, c'est entreprendre par tous les moyens, y compris par des moyens qui ne sont pas habituels, les moyens humanitaires, entreprendre d'entraver la politique vichysoise et la politique de l'occupant. Raconter, témoigner, ne pas prêter l'oreille à tout ce qui... c'est effarant. Les journaux, c'était déjà pas évident, mais Internet maintenant, mais c'est dingue, il y a quoi se taper la tête contre les murs. Pour conclure, et comme nous avons pu le voir tout au long de ce reportage, les histoires particulières sont la clé de voûte de l'histoire. Elles témoignent de moments de vie qui, à l'instar des historiens qui consultent les sources, qui enquêtent, qui retrouvent les traces, qui rencontrent et qui recueillent des témoignages, constituent alors les faits historiques et marquants de notre société. Ce sont ces petites histoires, inscrites dans un espace très localisé, l'un et avec un rayonnement bien au-delà des limites du département, de la région et de la France elle-même. Les histoires particulières démontrent sans nul doute ici différents modes de résistance. Hélène Ackermann, enfant juive cachée dont la vie a été préservée grâce à divers individus,
rencontrés au hasard. Les travaux de Laurent Tronche qui nous ont permis de découvrir la naissance des mouvements unis de résistance à Miribel, la résistance armée qui nous a raconté la famille d'Henri Deschamps et surtout les femmes de cette famille, figures méconnues de la résistance civile et pourtant actives au quotidien. Enfin, nous avons pu comprendre la nécessité de la reconnaissance des acteurs de la résistance avec les travaux de Cindy Bies sur les Justes parmi les nations et percevoir le courage et l'implication de ces personnes comme Marie Lacroix. La résistance n'est pas une, elle est plurielle. Communiquer, c'est résister. Chercher à s'informer sur pourquoi cet individu a-t-il été arrêté et qu'est-il devenu, c'est résister. C'est lutter contre les mécanismes administratifs et policiers mis en place par le régime. Résister, c'est effacer un nom sur une liste au moment d'un recensement. Ce sont ces médecins prétextant qu'une personne ne peut être déportée en réalisant un faux certificat médical. Résister, c'est mettre en sécurité à la campagne des enfants comme à la colonie d'Isieux. Résister, c'est renoncer à sa parentalité, c'est signer pour abandonner ses enfants pour qu'ils puissent fuir et disparaître comme dans les camps de Vénissieux. Résister, c'est s'enfuir lors de la déportation, comme lors de la rafle de Nantua le 14 décembre 1943, où 11 personnes ont bénéficié de la complaisance des cheminots. Le témoignage est une résistance d'après-coup, une preuve que l'on a survécu et le pouvoir de transmettre ce qui s'est passé. Résister, c'est également glisser dans l'illégalité en créant des faux papiers. Le défilé des maquisards à Oyonnax et son organisation le 11 novembre 1943 est une forme de résistance, une volonté de refuser de se soumettre. Nous ne l'avons pas évoqué dans notre travail, mais la réalisation d'un monument départemental des déportés de l'Ain, sculpté par Louis Legue à Nantua, à l'initiative notamment de Simon Pernot, de retour de déportation, est encore une autre forme de résistance, de rappel, de dire je me souviens, j'ai vu et j'en reviens pour dénoncer cela. Résister à la déportation en France et en Europe pourrait être sans doute plus amplement traité. À notre tour de résister en n'oubliant pas